Coucou, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours le 27 juin. Et aujourd'hui, on va faire la partie numéro 2. J'ai déjà fait une première vidéo. Et là, on va continuer la vidéo numéro 2. Faites attention à vos mécanismes de séduction. Hein. Vous avez vraiment des mécanismes de séduction où vous séduisez pour être aimé. Et vous avez beaucoup trop de mécanismes de manipulation. Et en ce moment, là, je suis encore au 27 juin, ça tape sévèrement sur tout ça. Toutes les personnes qui usent de ça, d'hypocrisie, de fourberie, ça vient taper là-dessus. Vos guides voient comment vous pensez. Vos guides voient vos intentions. Et ils voient ensuite comment vous vous comportez en face des gens. Donc en fait, ça tape un peu dessus sur ce manque d'authenticité. Voilà. Je sais pas par où commencer. J'ai des notes devant moi et je ne sais pas par quoi commencer. C'est des notes qui parlent de moi et j'ai pas envie de parler de moi. Donc je fais barrage. Je fais barrage parce que j'ai pas envie. Et je vais devoir. Ouais. On va commencer déjà par ce sujet. Ok. Allez. Vous êtes beaucoup observé sur ce que vous dites être, toujours dans cette séduction. Les guides voient que vous tenez des discours parfois en pause repas, le midi, au travail, dans un bar avec des potes, au club de sport, en buvant une bière. Les guides en repas de famille. Voilà, les guides observent dans tous ces moments de convivialité les discours que vous avez. Et en fait, ils ont vu que vous... C'est comme si vous vous étiez inventé un personnage dans votre tête sur qui vous êtes. Et à force de le répéter, de dire aux gens que vous êtes cette personne, vous finissez par y croire. Vous finissez par y croire. On a tous des mécanismes un peu comme ça. Et je pense que moi-même, je l'ai fait à un moment. Je l'ai fait sur quoi? Ben, en fait, je l'ai fait sur le fait de parfois dire qu'il y avait des choses qui ne m'affectaient pas, alors que ça m'affectait. J'essaye de voir s'il y a d'autres choses, d'autres situations. En fait, moi, j'ai toujours été une serpillière. J'ai toujours méprisé mon côté serpillière. Je me sentais faible, les gens arrivaient à me faire du mal. Je me faisais toujours avoir. J'avais toujours l'impression d'être la nana naïve. La nana naïve. Je m'en voulais de me faire avoir encore. Je me parlais un peu en mode, mais t'es vraiment blonde ou quoi? Tu vois? Vous voyez un peu? Je m'en voulais de me faire avoir, de tomber toujours dans le même piège. Et en fait, à un moment, on se convainc, on est un peu en colère contre soi, contre la vie, contre ces situations. Et quand on part dans son énergie de colère, une énergie de révolte, c'est plus facile parce que on ne ressent pas la tristesse. La colère, c'est comme une façon de contourner pour ne pas ressentir la tristesse. Et cette colère, dans cette énergie de colère, vous pourriez parfois vous auto-convaincre
que ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Il n'y a plus rien qui peut m'atteindre. Mais en fait, si, ça vous fait mal quand même. Et ça, dans mon parcours de vie, je dirais que j'ai slalomé avec ça dans plein de situations dans ma vie, en fait. C'est-à-dire que moi, de base, je suis hypersensible et j'ai toujours eu... Dans mon chemin de vie, je dirais que si je fais une rétrospective de mon chemin de vie avec toutes les déboires que j'ai traversés et vécus, je dirais que plusieurs fois dans ma vie, j'ai vécu des périodes un peu instables où pour me redresser, pour me relever, cette colère me permettait de me relever. Donc en fait, je souffrais, je m'écroulais, mais pour me relever, je me réfugiais dans la colère pour me relever. La colère, c'était une énergie de protection, puisque moi, j'étais jamais en colère, je me faisais avoir. Donc dans ces cas-là, cette colère me permettait de me relever. Ce truc de révolte, de je vais quand même pas me laisser faire, me laisser anéantir. Vous avez peut-être vécu des périodes comme ça quand vous étiez enfant. Ça vous a été bien utile. Et dans ces cas-là, c'est vrai qu'on se sent beaucoup mieux dans cette énergie de colère parce qu'on se sent plus faible. On se sent plus faible. On se sent plus vulnérable. On se sent conquérant, combattant. Chez moi, c'est pas naturel de rester là-dedans. Pas du tout. Parce que c'est pas moi. C'est quelque chose, une sorte d'outil que j'ai développé pour pas m'écrouler. Mais dans ma vie, une fois que j'étais relevée, je repartais dans mon schéma de grande gentille, naïve, qui se refaisait de nouveau arnaquer. Et en fait, c'était toujours l'éternel recommencement. Donc, je me faisais arnaquer, je me faisais avoir, paf, je m'écroulais, la trahison. Et je me réfugiais dans la colère pour me relever. Et une fois que j'étais relevée, je repartais dans mes vieux schémas de grande gentille, trop naïve. Et puis donc, je me refaisais avoir, je me refaisais trahir. Paf, je me réécroulais, je me relevais. Donc, la colère était bien utile. Et dans tous ces pics où je remontais, il y avait comme... je me convainquais moi-même que ça ne m'atteint pas. Que j'en ai déjà tellement vu que plus rien ne peut m'atteindre. Et puis à chaque fois, il y avait quelque chose que je revivais qui me prouvait le contraire en fait. Qui me prouvait le contraire. Que non en fait. Ça faisait encore mal, etc. Et mon parcours de vie, ça n'a été que ça. Jusqu'à ce que je monte ma montagne. Et quand j'ai monté ma montagne, j'ai dû guérir tous mes schémas pour sortir de cet état de yo-yo, d'instabilité. Parfois, en montant ma montagne, je me suis encore réfugiée dans ce discours qu'il n'y a plus rien qui peut m'atteindre, que ça fait pas mal, ça fait plus mal. Mais si, ça faisait mal. Mais c'était mon mécanisme de protection, de m'auto-convaincre que j'étais pas une serpillière, que les gens pouvaient plus m'atteindre. J'avais envie de me répéter ça, mais si, les gens sont capables de vous atteindre. Si. Aujourd'hui, je dirais que j'ai énormément évolué et aujourd'hui, quand je dis que l'extérieur n'arrive plus à m'atteindre comme avant, je pense qu'aujourd'hui, c'est réellement vrai. Contraction. Parce que j'ai guéri tout ce qu'il y avait à la base qui créait ça. Mais avant de monter ma montagne, c'était
c'était quelque chose dont je voulais me convaincre, mais c'était comme si je m'étais créé un personnage à l'intérieur de moi, et j'avais envie de me convaincre que je n'étais plus cette nana sensible, en fait. Parfois, il y a des gens que j'ai croisés dans ma vie qui me disaient « En fait, t'es une nana ultra sensible, j'aurais pas cru. » Vous voyez, donc, si c'était des gens que j'avais rencontrés dans mon pic de rébellion, ben, il y avait des gens qui pensaient pas que j'étais si sensible, en fait. Ben oui, inévitablement. Aujourd'hui, je cohabite avec ma sensibilité, j'arrête de vouloir la cacher parce que j'en ai plus honte. Je n'ai plus honte de ma naïveté parce que je me dis, bah, quelque part, j'ai été naïve et blonde, entre guillemets, mais c'est quelque part, ça montre que j'ai pas un fond méchant, que je soupçonne pas que les gens puissent être aussi méchants, donc j'ai pas à avoir honte de ça, de pas être tordue dans ma tête. Au contraire, je vais arrêter d'avoir honte de ça, je vais assumer ma naïveté, parce que sans doute que dans la vie, je serai encore naïve à des moments, parce que c'est tellement ancré en moi de croire en la beauté humaine, c'est vraiment ancré en moi, que dans mon côté positif, que parfois il y aura des moments, mais à côté de ça, dans la majeure partie des cas, je ne suis quand même pas dupe. J'ouvre les yeux beaucoup plus rapidement qu'avant. Ça devient vraiment dur de me manipuler. Donc, je sais qu'il y a des moments dans ma vie où je reste très naïve, mais d'un autre côté, je suis devenue quelqu'un qui n'est pas dupe non plus. Mais pas pour autant aigrie. Donc c'est ce qui fait que ça fait l'équilibre de qui je suis, dans un bon équilibre nuance de gris, où je reste sécure, mais sécure et positive, et pas aigrie. Vous voyez? Donc c'est tout ce mix-là qui fait que je suis devenue une personne qui est beaucoup moins affectée par l'extérieur, et je suis ce mix de tout ça. Donc parfois, vous m'entendrez dire « je suis ci, je suis ça », parce que je suis un mix de tout ça. Mais c'est ce mix qui fait que c'est équilibré, c'est dans la nuance de gris, que je ne suis pas dans des extrémismes. C'est le EET. Je suis plusieurs choses à la fois. Et c'est tout ça qui fait que je ne suis plus fragile comme avant. Je ne suis plus hypersensible. Je reste sensible, mais je ne suis plus hypersensible. Je suis sensible, mais pas fragile. Je ne suis plus. Je ne suis plus fragile. L'extérieur n'arrive plus à m'affecter comme avant. Les guides m'ont fait vivre tellement de défis pour estimer et jauger où j'en étais que ils le confirment. Ils l'ont vu de leurs propres yeux. J'ai eu beaucoup de situations qui avant m'auraient fait souffrir, qui là ne m'ont plus fait souffrir. Non, ça m'a glissé dessus. J'ai pas eu d'émotionnel, de souffrance, rien. Rien. Donc, même pas de colère. Même pas de colère, non. Vous devez être capable quand même de savoir taper du poing. Mais avant, quand je devais taper du poing, je pouvais être énervée pendant une journée, pendant quelques heures. Aujourd'hui, si je dois taper du poing, 5 minutes après, c'est fini, moi. Hein. Moi, je vis ma life. Vous voyez? Ça n'a plus... c'est plus comme avant. Tout ça, c'est ce qui va évoluer chez vous sur votre montagne. Sachant que ne transposez pas sur vous mon histoire. Vous avez souvent une histoire, non pas de serpillière,
mais vous étiez beaucoup plus dans la persécution que moi je ne l'étais. Vous allez devoir aller regarder, vous aussi, dans quel moment vous vous réfugiez dans la colère pour ne pas ressentir soit de la frustration, soit de la tristesse. Et que la colère est devenue une compensation pour vous. C'est pour ça que je viens de vous témoigner comment je fonctionnais avant, pour que vous fassiez un petit parallèle avec vous, et que vous essayiez d'aller vous-même réfléchir à comment la colère, vous l'avez utilisée comme une compensation. Je vous ai expliqué que moi, par contre, c'est pas naturel chez moi, donc en fait, très rapidement, je redescends. C'est ce que je faisais dans mon parcours de vie. Ben vous, par contre, vous avez développé un côté accro à ça, parce que vous avez plus de violence intérieure, et vous y avez trouvé, à cause de la rigidité, vous y avez trouvé une forme de stratégie sympa pour pas ressentir la souffrance. Et vous vous êtes réfugié là-dedans. Vous en avez fait une compensation. La colère, c'est un mécanisme pour pas ressentir autre chose. Sauf que c'est dangereux. Pourquoi? Parce que si vous regardez par exemple un pervers narcissique, la seule émotion négative qu'il ressent, c'est la colère. Il ressent pas de culpabilité, il ressent pas de tristesse. Et justement, s'il ressentait de la culpabilité, il serait triste. Mais comme il veut pas, lui, il ressent pas de tristesse. Donc en fait, il passe toujours par la colère. C'est ce qui le rend de plus en plus toxique. Parce que même quand il agit mal, il se dit c'est de la faute de l'autre. Je vais m'auto-convaincre que c'est de la faute de l'autre. Je vais me réfugier dans la colère et me dire que c'est de la faute de l'autre. Oh, c'est super confortable, ça c'est bien. Puis comme ça, j'ai pas à changer. J'ai pas à m'en vouloir. Je déforme la réalité des faits, comme ça, j'ai pas à culpabiliser. Vous avez développé des mécanismes de protection déjà dans votre enfance, alors que pourtant c'était vous qui aviez mal agi en premier. Vous avez mal agi face à des gens serpillères comme moi. Vous les avez bouffés tout crus. C'était facile. Et dans vos combats, vous avez cherché toujours ce qui était facile, c'est-à-dire celui qui se débat pas. Par contre, vous n'iriez pas faire un combat contre plus fort que vous. Non, vous aimez choisir des gens sensibles comme moi, des gens qui se rebellent pas trop, des gens qui ont un syndrome sauveur, parce que ça se rebelle pas trop. Et vous savez à qui allez vous frotter. Et regardez bien, il y a quelque chose de fourbe et de lâche, c'est que vous allez toujours vous frotter à quelqu'un de comme moi, en fait. Parce que ça, c'est facile. C'est facile. Il va falloir avoir plus de connexion au cœur et culpabiliser de ça. Parce que c'est quand même pas très joli, en fait. Donc, par rapport à ça, oui, moi j'ai un passif de nana naïve. Et toutes mes méthodes de contrôle étaient en ce sens. C'est-à-dire pour rester dans un déni et refuser de croire en la méchanceté humaine. Comme ça me faisait pas souffrir. Puis vraiment ce côté espoir excessif. Toujours à me dire, non mais ils vont changer. J'ai pas besoin de leur dire, ils vont changer. Pourquoi? Parce que moi-même, c'est comme ça que je fonctionne. C'est que moi, je culpabilise. Donc en fait, je me dis,
Ben, eux aussi, j'ai pas besoin de leur dire, ils vont culpabiliser d'eux-mêmes. Non. Donc je trouvais toujours des excuses aux autres. Je trouvais toujours des excuses. Je trouvais des excuses aux autres, mais par contre, moi, je me trouvais jamais d'excuses. Moi, je me suis toujours mis la barre haute, mais je la mettais pas aux autres. Non, à eux, je leur trouvais des excuses. Bah, les pauvres petits bichons. J'avais de la compassion envers les autres, j'en avais pas pour moi. Et c'était ça mon gros problème. C'est pour ça qu'à chaque fois, je me refaisais avoir. Donc après, j'étais en colère. Et c'était ça qui créait mon instabilité, en fait. C'est normal, puisque moi-même, j'ai été éduquée à être docile avec des gens qui se victimisaient. Donc je leur trouvais toujours des excuses. Et moi, mes émotions, elles n'étaient pas légitimes. Moi, j'étais entraînée jeune à subir. Puis j'ai un passif de martyr dans toutes mes vies. Donc subir la souffrance, ouais, moi, j'avais pas de mal à subir la souffrance. C'est ce que j'ai toujours connu dans mes vies. Donc moi, mon niveau de masochisme était extrême. Ouais. Je faisais toujours le tampon. Sauveur satisfacteur. Vous voyez toute mon histoire. Je leur trouvais donc toujours une bonne excuse. Et eux, bah, de ce fait-là, ils faisaient aucun effort, puisque Peggy compensait. Quand vous choisissez des proies comme moi, bah voilà ce qui se passe. Quand vous utilisez vos enfants et que vous vous défoulez sur vos enfants, bah vos enfants, ils sont dans le même état d'esprit que moi. Et parce que quand on est un enfant, on n'est pas encore déformé. On est encore naïf. On n'imagine pas que les gens font exprès. On n'imagine pas ce type de fourberie, sournoiserie chez l'adulte. Moi, j'ai dû lâcher ce côté enfantin pour devenir quelqu'un qui n'est pas dupe. C'est ça qui me rendait fragile, c'est de rester à cette énergie enfantine. Donc, moi, j'ai pris l'habitude de ne pas prendre ma place, de subir et de laisser l'autre prendre toute la place. De toute façon, je lui donnais, je l'aidais à prendre toute la place. Je participais à ça. J'avais ma part de responsabilité. J'ai dû travailler ma légitimité. Et croyez-moi que les guides me l'ont énormément fait travailler. Le problème que vous avez en général, vous, dans votre excès de confiance, c'est que vous n'avez aucun mal à vous donner cette légitimité. Vous vous octroyez des droits de choses qui ne sont pas OK, mais vous vous autorisez le droit de le faire. Comme vous êtes entouré de gens qui le font aussi, ils ne vous le font pas remarquer. Et dans votre bulle, tout le monde fonctionne comme ça. On se manipule, on se trahit, on se tire dans les pattes, on se fait du mal. Et à un moment, vous devez croiser quelqu'un comme moi qui vous fait remarquer, mais tu peux pas faire ça. C'est choquant. À un moment, vous devez croiser quelqu'un qui n'est pas rigide pour vous faire remarquer comment la rigidité, c'est pas beau en fait. Tu vas devoir regarder ce que tu prétends être si tu es vraiment cette personne. Ce que tu t'es dit que tu étais si tu étais réellement cette personne. En général, non. Tu as entendu une histoire, tu t'es dit ça c'est sympa, je vais dire que moi je suis ça. C'est ça qui se passe. Et parfois vous vous êtes approprié mon histoire et vous allez dire que vous êtes comme ça. Non, ça c'est mon histoire à moi, c'est pas la vôtre. Arrêtez de m'utiliser en ce sens. Vous devez apprendre à vous connaître.
vous devez savoir vous refaire le scénario de votre histoire et voir que mon vécu n'est pas le tien. Tu peux pas t'approprier mon vécu pour en faire le tien. Tu peux pas non plus transposer sur moi ce que toi-même tu fais. Non. Tu peux pas me faire porter le chapeau de ce que toi tu fais. Parce que tu mens, tu dis que je mens. Par exemple, je viens de sortir d'une consultation où la personne me dit s'il y a bien une personne qui ne chosifie pas ses enfants, c'est bien toi. Et moi, mes parents m'ont tellement chosifié que je trouve ça tellement beau chez toi. Et cette personne avait du mal à croire que je pouvais recevoir des fléchettes sur ma parentalité. Ah, je dis, ah si, mais de toute façon, je reçois des fléchettes sur tout. Regarde, je vais recevoir des fléchettes parce que je porte une veste jaune, ceux qui n'aiment pas le jaune, enfin, les boucles d'oreilles, je vais recevoir des fléchettes sur tout. Voilà, donc, et je lui ai dit, peut-être que toi, comme tu n'as pas d'enfant, tu m'en envoies pas là-dessus. Mais ceux qui ont déjà des enfants vont transposer sur moi ce que eux font et ils vont supposer que je fais la même chose qu'eux. Donc ils vont transposer sur moi beaucoup de choses. Ils vont supposer de moi beaucoup de choses, qui est une confession de eux, ce qu'ils font. Donc comme eux chosifient leurs enfants et se disent « mais tout le monde fait ça ». Vous savez, le contrôlant dans la blessure de trahison, dans les diapos, je vous ai dit, par exemple, celui qui arnaque les impôts, il va dire « mais c'est pas une trahison, ça, mais ça, tout le monde fait ça ». Voilà, c'est toujours pour minimiser que lui-même trahit, qu'il est arnaqueur. Et ben, ces gens-là, c'est ça, en fait. C'est que eux, c'est trop lourd à porter de se dire « je fais ça ». Donc, je vais supposer que tout le monde le fait. Bah, Peggy, elle le fait. Sauf que, pour me prêter ces intentions-là, c'est que vous-même, vous le faites. Parce que moi, ça ne me viendrait pas à l'esprit. Vous voyez? Tout ce que l'on suppose, vous supposez des choses pas sympas, alors que moi, je suppose jamais le mal. Rien que ça, c'est une confession. J'ai été naïve à cause de ça. Après, ce qui vient interférer chez vous, c'est votre excès de confiance. Donc, dans votre excès de confiance, parfois, vous imaginez que les gens vous adorent. Ou parfois, il y a des gens, ils vous aiment pas. Donc, parfois, vous pensez que vous avez croisé un mec depuis 5 minutes, vous êtes l'amour de sa vie. Le mec, tout ce qu'il veut, c'est te ken, et puis c'est tout. Rien à foutre de toi. Peut-être il y a 1 heure, il s'en tapait une autre, et il a déjà prévu son plan cul pour demain. Mais dans votre excès de confiance et cette histrionie, vous voyez vos relations plus intimes qu'elles ne le sont. Donc il y a un peu tout ça. Et parfois, vous avez une façon de fonctionner où vous, c'est à cause de votre excès de confiance que vous pensez des choses, et moi, c'est parce que j'imagine que les gens ne peuvent pas être mauvais. Et en fait, on se fait arnaquer sur la même chose, mais le point de départ n'était pas le même point de départ. Et en fait, c'est ça que vous avez du mal à analyser avec cohérence, c'est que vous faites une amnésie sur des choses, et comme ça se traduit de la même façon, vous pensez que la personne est identique à vous. Pas du tout. Le point de départ qui initie ce truc n'est pas du tout le même. Et donc, en fait, ça ne se travaille pas du tout de la même façon. Il faut aller travailler sur la racine. Vous voyez? C'est tout ça, c'est tous ces pièges dans lesquels vous tombez en général. Parce que vous faites une amnésie sur des choses, vous sortez les choses du contexte, vous oubliez ce qui vous intéresse, vous faites que le tri, et puis, en fait, à la fin, vous avez un peu refait à votre sauce comme ça vous arrangez, en fait. Et donc, vous tombez dans des pièges de malade à cause de votre excès de confiance. Votre analyse n'est pas bonne. On va... refaire quelques petites anecdotes en fin de cette vidéo. J'ai une piou-piou qui m'a dit
qu'elle me trouve très pédagogue, mais qu'elle ne l'est pas. Donc, elle m'envoie des fléchettes. Alors, j'arrive même pas à comprendre ce que j'ai écrit. D'accord. C'est une de mes piou-piou, voilà, qui constate que je suis quelqu'un de très pédagogue, mais elle, dans sa propre vie, elle est enseignante. Et dans son métier d'enseignante, elle voit qu'elle n'est pas pédagogue. Donc, elle projette sur moi le fait qu'elle part du principe que je vais arrêter ses coachings avec elle si elle n'évolue pas. Je lui ai donc expliqué ce que tu supposes est farfelu. Parce qu'en effet, j'ai des gens qui avancent lentement, j'ai des gens qui avancent plus vite. Mais quelle idée d'arrêter quelqu'un parce qu'il avance lentement? Ça ne me viendrait pas à l'esprit. Mais je lui dis, c'est intéressant. C'est-à-dire que si tu supposes ça de moi, c'est sans doute que toi-même tu le fais. Et elle dit, c'est vrai. C'est vrai, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose, c'est qu'en fait, je préfère les élèves qui travaillent vite et bien, et j'ai pas de pédagogie avec les personnes avec qui il faut passer plus de temps. Ouais. Mais vous voyez, tout ce que vous supposez à mon égard est en fait une confession sur vous, en fait. Donc observez ce que vous supposez, vous allez en apprendre sur vous. Et elle dit, en fait, je me rends compte que j'envie ta pédagogie à toi. Parce que tu es quelqu'un qui est toujours dans le partage. Tu donnes même envie d'apprendre aux gens par tes méthodes, c'est-à-dire tous les outils que j'utilise sur les différents médias, diversifiés, qui sont différents des autres personnes. Et elle dit, ça par exemple, moi je ne sais pas faire. Dans mon métier, je ne sais pas faire, en tant qu'enseignante. Et elle dit, même si j'ai une étiquette de prof, ben je ne sais pas donner. C'est typiquement ce genre de profondeur de prise de conscience qu'en consultation, je vais vous pousser à avoir. Ben, une situation comme ça peut créer le fait que vous m'en voulez. Vous m'en voulez d'être pédagogue, vous m'en voulez d'avoir de la pédagogie, vous m'en voulez, c'est la même chose, vous m'en voulez d'avoir cet esprit créatif, vous m'en voulez que les gens apprécient ça. Parce que vous ramenez ça à vous. Et encore une fois, vous revenez empiéter dans ma vie, vous revenez prendre trop de place parce que vous ramenez tout à vous. Vous prenez beaucoup trop de place. Votre frustration prend beaucoup trop de place. On en revient à votre colère. À votre colère que vous dirigez envers moi parce qu'en réalité, vous êtes triste du constat que vous faites sur vous. Et pour pas ressentir cette tristesse, vous allez vous réfugier dans la colère et la colère envers moi. Et vous en profitez puisque, en général, comme j'ai beaucoup de patience, que j'ai un niveau de tolérance haut, vous en profitez pour vous défouler sur moi. C'est un peu facile. Vous faites la même chose avec vos gamins, en fait. Donc vous allez devoir un peu vous observer un peu sur tout ça parce que vous manquez de loyauté envers les autres. Vous êtes trop loyal à vos névroses, à vous. Et en fait, c'est pas très joli, en fait. Et ça, c'est ce qui fait que c'est pas agréable de vivre avec vous parce que vous abîmez les gens autour de vous. Vous devriez ressentir de la culpabilité d'abîmer les autres. Mais vous êtes trop auto-centré sur vous que vous n'avez même pas de culpabilité. Et parfois, vous agissez comme ça depuis 30, 40 ans, 50 ans. Et ça ne vous choque pas. Et tant que personne n'est venu vous dire en face, mais ça ne te choque pas d'agir comme ça? Bah non, vous faites... Bah, où est le mal?
J'ai un runner. Bon, j'ai pas pu prendre des notes de tout ce que... Parce qu'en ce moment, ça déménage. Il y a tellement des conscientisations et des témoignages. Mais j'avais un runner qui m'avait dit un jour que maintenant, sa plus grande peur du manque, c'était de manquer d'authenticité. Et de péter, au final, plus haut que son cul. Donc ça, c'est bien. C'est plus la peur de fric. C'est plus sur le avoir, c'est sur l'être. Donc quand le runner commence à avoir des conscientisations comme ça, c'est bien. Il se reconnecte à l'émotionnel, à l'humain. C'est plus que le boulot, le paraître, la davidite, les paillettes, le fric, voilà. Non, voilà pour ça. Ensuite, des runners qui ont dit, moi, ce qui arrive à me manipuler énormément dans ma vie, c'est le fait que quelqu'un a été là pour moi. Par exemple, ma karmika a été là pour moi à tel moment. Donc ça arrive à me manipuler, je me sens redevable toute ma vie. C'est pas terrible en fait, parce que souvent quand même, c'est quand même une clé de manipulation que les personnes hautement toxiques vont utiliser. C'est-à-dire qu'en fait, le pervers narcissique, quand il veut mettre quelqu'un sous emprise, il va agir correctement et bien au début de la relation, dans sa phase de love bombing, et il va, en attendant de bien avoir marqué son emprise et tisser sa toile d'araignée autour de vous, il va avoir à un moment des belles actions parce que c'est l'investissement qu'il met et le souvenir que lui-même va toujours vous ramener en disant « Mais rappelle-toi, il y a 30 ans, j'ai fait ça !» alors que depuis 30 ans, il vous tabasse. Mais ça, limite, il en fera une amnésie. Et il ira rechercher le truc qu'il a fait parce qu'il savait que cette clé-là, il fallait qu'il la fasse pour après l'utiliser. C'était forfait illimité. Il s'en servirait toujours. Ça serait son joker tout le temps. Et donc, inévitablement, si vous vous laissez avoir par cette méthode-là, ils pratiquent tous cette méthode-là. D'avoir un jour fait un truc sympa pour vous le ressortir à chaque fois. Mais le but, c'est arrêter de faire une amnésie sur la partie d'histoire. Sortez pas ce truc du contexte. Prenez la globalité de la relation et regardez toutes les mauvaises actions qui ont déjà annulé depuis longtemps ce truc-là. Donc là, observez, hein, vous vous contentez franchement d'à peu près. Hein, vous êtes facilement manipulable. Hein. Il y avait un truc aussi que j'avais aimé, c'était qu'un runner s'était énervé envers ses parents parce qu'il y a un peu un mécanisme de manipulation, un scénario qui revient un peu de façon cyclique dans sa famille. Et ce runner avait dit à son père, est-ce que dans cette famille, il n'y a pas un autre moyen de communiquer que d'utiliser les larmes de maman? Et ça, c'est bien, parce qu'à chaque fois, c'était le bon truc. Il y avait la maman qui disait « et puis papa qui disait « t'as fait pleurer ta mère, t'as vu ?» Voilà. Et donc, l'enfant qui dit rien, docile, et qui repart en mode « ah, j'ai plus de couilles, je suis un bébé. » Vous voyez? Alors qu'on est des adultes, maintenant, on est d'égal à égal. Donc, arrêtez votre suprématie, voilà. Et ça, c'était très bien comme phrase. Je la répète. Hein. Est-ce que dans cette famille, il n'y a pas un autre moyen de communiquer que d'utiliser les larmes de maman? Ah ben là, tout de suite, ça jette un froid. Parce que ça montre, eh oh, tu m'as pris pour teubé? Tu m'as pris pour une blonde? Tu crois que j'ai pas vu? Et là, d'un seul coup, vous allez voir que, étrangement, maman, elle va plus oser pleurer. D'un seul coup, elle a plus de larmes. Merde, j'ai été démasquée. Et le père, il sait plus quoi dire. Merde, on a vu que je manipulais. C'était encore une phrase, là aussi, qu'on m'a dit à moi. C'est qu'on m'a dit, c'est gentil comme mot, merci à la grande dame que tu es, Peggy. Même quand tu es en colère, tu nous aides. Ouais. C'est-à-dire que même quand j'ai reçu vos fléchettes et que j'étais en colère, j'ai continué à faire des stories. Vous voyez comme quoi la colère, c'est pas naturel chez moi, j'y reste pas en fait. Il y a un père qui a dit à la chaiseur, donc c'est le papa de la chaiseur,
qui l'a éduqué en disant, tu sais, dans la vie, pour garder un homme, tu le garderas avec le cul et la bouffe. Ça en dit long sur ce papa, et voilà comment les chasseurs ont été parfois conditionnés. Donc, elles peuvent développer des mécanismes de séduction, parce que, toi, en tant que femme, voilà ce que tu devras faire. Si tu veux pas être seule dans la vie, il faudra que tu utilises le cul et la bouffe pour garder un homme. C'est bien ce mode d'éducation de merde patriarcale, la femme objet. Parfois, vous-même, vous dupliquez des trucs cons à vos enfants. Vous avez plein de transgénérationnels à péter sur tout ça. J'étais heureuse aussi qu'un piou-piou me dise, bon ça, beaucoup l'ont compris, c'est de comprendre que je ne suis pas quelqu'un qui juge les autres. Et de dire, c'est con que les gens ne comprennent pas, parce qu'en fait c'est différent. On sent bien en consultation quand c'est toi, Peggy, qui parle, et quand c'est l'énergie de canalisation de nos guides. Oui, heureusement qu'il y a des gens quand même qui arrivent à analyser la différence entre quand c'est moi et quand je canalise. Bravo à ces personnes-là. On va peut-être se laisser avec un petit extrait. D'accord. La différence avec l'autre entraîne chez nous de la méfiance. Nous avons besoin d'accueillir que la différence n'engendre pas la rupture. Car ce jugement, notre jugement, fait alors violence à la beauté, la générosité et la richesse, et nous enfermons alors les gens dans des tiroirs. Ça, c'est le rigide qui fonctionne comme ça. Le rigide est intolérant à ce qui est différent de lui. Car lui, sa façon de fonctionner, c'est la vérité, c'est le juste. C'est lui qui sait. C'est un dieu, le rigide. Hein, donc, je plaisante. Hein. Non, parce que vraiment, il y a des gens qui le croient. Hein, donc, pour le coup, je répète cette phrase. La différence avec l'autre entraîne chez nous de la méfiance. Le rigide est très paranoïaque. La méfiance, c'est de la paranoïa. Hein, parce que là, on utilise de la méfiance, mais c'est de la méfiance extrême. Nous avons besoin d'accueillir que la différence n'engendre pas la rupture. Car ce jugement, notre jugement, fait alors violence à la beauté, fait violence à la générosité, fait violence à la richesse, et nous enfermons alors les gens dans des tiroirs. Vous avez été quand même drôlement nombreux à m'enfermer dans un tiroir, mais c'est parce que vous le faites avec tout le monde. Vous le faites avec tout le monde. Observez comment vous enfermez les gens dans des tiroirs. Vous le faites avec tout le monde. Moi, je ne le prends pas à titre personnel aujourd'hui. Mais dans le passé, ça m'aurait fait mal. Ça m'aurait peut-être anéanti, vous voyez, dans ma sensibilité. Donc, prenez quelqu'un qui aurait un passif comme moi et voyez à quel point vous pouvez faire du mal à quelqu'un. Vous devriez culpabiliser quand même de ça. Et même si vous n'arrivez plus à me faire de mal aujourd'hui, contraction, c'est pas pour autant que c'est acceptable. Vous devriez culpabiliser de le faire. C'est pas sain, en fait, c'est pas ok. Et c'est pas parce que ça me fait pas mal que je dois le tolérer et l'accepter. Vous voyez ? Vous allez devoir apprendre à être un peu plus loyal, de façon correcte, avec les bonnes personnes quand même. J'espère que ce portail vous fera bien travailler. Et puis, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Belle journée.